Donc on va commencer par faire un rappel sur les milieux humides, enfin, qu'est-ce que les milieux humides, en fait, hein? Je pense que la plupart d'entre vous, connaissent ce genre de présentation et puis ça peut peut-être paraître, assez basique, mais c'est vrai qu'on trouvait important, au regard de la diversité des publics, de pouvoir, revenir rapidement dessus et finalement d'introduire la journée en se disant: «Bah, oui, effectivement, on va protéger, les milieux humides, pour le coup, là, dans les documents d'urbanisme, mais pourquoi est-ce qu'on s'attache autant à ces milieux humides?» Donc de façon assez, simple, qu'est-ce que les milieux humides, hein? C'est, la première des questions. Les milieux humides, ça va être des milieux, sur lesquels on va avoir, une présence d'eau en surface, et ou dans le sol au moins une partie de l'année et où de fait, on va avoir, une végétation qui va être adaptée à ces conditions particulières. On reviendra plus tard sur la notion précise de différence entre milieu humide et zone humide. Ça fera l'objet d'une présentation en fin de matinée. Mais pour faire simple, en fin de compte, on peut se dire que les milieux humides, ce sont tout simplement les espaces de transition entre des milieux terrestres et des milieux aquatiques. Euh, il y a cette diapositive qui est là pour vous rappeler aussi parfois un peu, la complexité qu'il peut y avoir et le fait qu'effectivement, on peut être perdu quand on n'est pas dans la thématique, entre ce qui peut être, zone humide, loi sur l'eau, l'arrêté 2008, tout ce qui peut être ce qu'on appelle des marais, ce qui est les zones humides, plutôt, Ramsar. Enfin, il y a vraiment, effectivement tout un tas de termes et de sémantiques qui peuvent, porter à confusion. Mais, ici aujourd'hui, on va parler de manière générale, globale des milieux humides, mais plus particulièrement des zones humides, donc au titre notamment de la loi, parce que justement, on va être dans le cadre des documents d'urbanisme. Donc la diversité des milieux humides en métropole, on est sur, enfin, les milieux humides justement sont très divers et c'est aussi pour ça qu'ils sont intéressants, hein. C'est qu'on en trouve depuis l'amont des bassins versants jusqu'à la confluence du coup, enfin, donc sur le bassin de la Loire, ou que ce soit en Bourgogne ou sur le bassin de la Loire, on peut trouver tout type de milieux humides, hein, que ce soit des milieux de sources qui sont plutôt en amont des bassins versants, des tourbières, des marais, des mares. Ils sont utilisés par différentes, on va dire, différentes catégories socio-professionnelles. Et c'est aussi ce qui en fait à la fois leur diversité et la complexité, c'est que du coup, c'est à la main de beaucoup de monde, on va dire. Donc, ce qu'on retrouve sur le bassin de la Loire, on a la même chose, hein, en Bourgogne-Franche-Comté. Ça sont des illustrations notamment que vous avez dans le livret sur les milieux humides. Donc, il n'y a rien de nouveau, hein, finalement, entre les deux bassins versants, on va dire. Euh, Et donc du coup, voilà, nous, tout ce qu'on voulait, c'était un peu illustrer le fait qu'on a une forte diversité en fin de compte des milieux humides, mais dont va vous parler un petit peu plus hop, Charlotte. Et donc, je vais discuter avec vous de ce qui va être pourquoi on préserve ces milieux humides, en fin de compte. Voilà, milieu humide, milieu utile, mais finalement, pourquoi? Alors, la plupart d'entre vous doivent le savoir, mais les milieux humides, des milieux humides fonctionnels, j'insiste bien là-dessus, sont en capacité en fait d'assurer trois grands types de fonctions. Donc, tout d'abord, vous avez les fonctions hydrologiques. Donc, ce sont on appelle ça des éponges naturelles. Souvent, on les qualifie comme ça, qui vont être en capacité de recevoir de l'eau, de la stocker et de la restituer en période estivale ou en période d'étiage. Vous avez tout ce qui est fonction physique et biogéochimique. Donc là, ça va être leur rôle épuratoire. Elles vont être en capacité de filtrer, de transformer et ou de retourner à l'environnement tout ce qui est matière minérale et ou organique. Et enfin, vous avez des fonctions écologiques qui, en fait, quand les conditions hydrologiques et biogéochimiques vont être présentes et vont être rassemblées, vont permettre en fait à toute une biodiversité de se développer. Et c'est ce qui va en faire en fait des milieux très riches. Une fois que ces fonctions, eh bien, elles sont assurées, puisque nos milieux humides sont en bon état de santé, elles vont rendre un certain nombre de services à l'homme avec un grand H. Donc, vous allez avoir des services de type régulation, donc régulation des débits des crues et d'étiage, régulation du climat, régulation de la qualité de l'eau, etc. Des services de type approvisionnement, fourrage, pâturage, etc. Et vous allez aussi avoir des services culturels, donc avec un intérêt paysager. Ça va être aussi des lieux pour des activités de sport d'eau douce, de chasse, de pêche de loisirs ou encore d'éducation à la nature. Donc, comme vous pouvez le voir, les milieux humides fonctionnels vont
pouvoir rendre de nombreux services, vont pouvoir répondre possiblement à plusieurs défis sociétaux, donc que ça soit le défi du changement climatique, des risques naturels, notamment inondations, et vont contribuer au bien-être humain et produire des bénéfices pour la biodiversité. Et c'est en ce sens-là que on peut qualifier les actions de préservation, restauration ou création de milieux humides comme étant des solutions fondées sur la nature. Alors les diapos qui vont suivre, c'est exactement ce que je vous ai présenté là, mais de manière plus illustrée. Donc on passera très vite, mais on va rester, on va surtout regarder certains chiffres clés qui sont intéressants, je trouve moi, pour communiquer justement sur l'intérêt des milieux humides en fonction des acteurs que vous avez face à vous et dans quel contexte vous vous situez. Donc, concernant les fonctions hydrologiques, donc les éponges naturelles, voilà, donc c'est ce qu'on a dit, les milieux humides sont en capacité de stocker de grandes quantités d'eau en période de forte pluie ou lors de crues. Et 1 hectare de milieu humide préservé représente entre 37 et 617 € économisés par an au titre de la lutte contre les inondations. Donc à chaque fois, vous avez les sources d'où sont sortis les chiffres, si vous voulez aussi les reprendre. Concernant les fonctions biogéochimiques, donc qui sont liées en fait à la végétation très particulière et notamment au système racinaire qui va être en capacité de filtrer tout ce qui est tout ce qui va être nutriments, piégeage de certains polluants et va permettre d'améliorer la qualité de l'eau. Là, le chiffre qui peut être retenu et communiqué, c'est qu'1 hectare de milieu humide préservé, c'est 2 000 € économisés par habitant et par an pour le traitement de l'eau potable. Et concernant les fonctions, du coup, écologiques, donc là, vous avez aussi, des chiffres et on réitère le fait que ce sont des milieux qui sont, de véritables réservoirs de biodiversité, avec, plus de 40 des espèces de la planète ordinaire ou rares et protégées qui sont abritées dans ces milieux. Voilà, et sur le petit schéma que vous pouvez voir, en dessous, du coup, vous avez le pourcentage, d'espèces qui dépendent en tout ou partie de ces milieux et du coup, bah, voilà, 66 des poissons et 100 des amphibiens, par exemple, dépendent de ces milieux. Là, c'est quelques exemples de plantes spécifiques, des milieux humides pour illustrer. Des espèces particulières qui se cachent dans les milieux humides de la région Bourgogne-Franche-Comté notamment. Donc vous avez le cuivré des marais, le triton crété, la fritillère pintade en prairies inondables ou encore la rousserolle effarvate dans les roselières. Et là, on passe sur l'aspect plutôt service du coup. Donc là, c'est tout ce qui va être en lien avec les services d'approvisionnement et notamment Bourgogne-Franche-Comté, du coup, ce sont des espaces très importants pour l'agriculture, notamment tout ce qui va être élevage, culture maraîchère ou céréalière et sylviculture. Concernant les services culturels, donc là, c'est pareil, vous avez une slide qui illustre cela. Et enfin, pour le dernier type de service qu'on nous a présenté, donc les services de régulation, là, c'est plutôt un focus sur la régulation du climat, avec un focus sur plus particulièrement les tourbières, qui sont des milieux humides qui sont en capacité de stocker d'énormes quantités de carbone. À savoir que les tourbières vont accumuler 2 fois plus de carbone que les forêts et vont contribuer du coup fortement à atténuer le réchauffement climatique global. Et en dehors des tourbières, si on prend vraiment les milieux humides de manière globale et générale, ce sont vraiment des milieux qui vont être des solutions pour soit atténuer le changement climatique ou s'adapter aux impacts du changement climatique. Donc atténuer de par le stockage de carbone, atténuer de par leur capacité à réguler notamment les crues, parce qu'on sait que les risques naturels, on va avoir une augmentation de ces risques naturels et une augmentation de leur intensité. Et enfin, au niveau adaptation, ce sont aussi des véritables îlots de chaleur. Et quand on voit voilà, les périodes estivales comme on a connu cet été, on voit que voilà, les populations et les habitants aiment bien aller se ressourcer dans des milieux un petit peu plus frais, en bordure de cours d'eau, où il y a des forêts alluviales, etc., où les milieux sont plus frais. Voilà. Moi, je reprends la main pour vous parler justement du fait que, ben, dans ce qu'on a vu dans cette diversité de milieux humides, et notamment les fonctions et les services qu'on peut, nous, en tirer, ben, si tout allait bien, ce serait parfait, on n'aurait rien à faire, mais on a du travail justement parce que ces milieux, tout aussi utiles qu'ils soient, sont en danger. Ça, c'est ce qu'on sait notamment. On peut retenir que 70 des milieux ont disparu au cours du XXe siècle.
En gros, ça fait presque 3 fois la surface de la Corse pour se donner un peu, une idée un peu illustrée. Et les causes, des altérations, elles sont multiples et relativement bien connues, hein. On pense notamment, par exemple à justement à l'urbanisme, toujours grandissant qui va, manger, des terres, enfin des milieux naturels et notamment des milieux humides, à des pratiques agricoles qui peuvent être, plus impactantes parfois, notamment, certaines pratiques de drainage, de mise en culture qui peuvent impacter les milieux humides également. Des plantations aussi, par exemple de la polyculture, qu'on peut citer, c'est des exemples, hein. Il y a beaucoup de choses, notamment les pollutions, l'abandon aussi, l'aménagement des cours d'eau non adaptés qui a aussi beaucoup impacté les milieux humides. Donc ça, c'est quelques exemples parmi ceux qui font que les milieux humides sont aujourd'hui, assez, en danger, on va dire. Et donc ils disparaissent, oui, mais alors? Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème. On le sait notamment parce que, de par les fonctions qui vont enfin que les milieux humides vont remplir, pardon, sur le stockage de l'eau notamment, sur le carbone, enfin si les milieux humides, sont altérés dans leur fonctionnement, ils marchent moins bien, donc forcément ils rendent moins de service, enfin on en tire moins de service, on va plutôt le dire dans ce sens-là. Et donc, c'est une augmentation des inondations, une augmentation de la dégradation de la qualité de l'eau, des dommages aussi, du patrimoine naturel, des dommages, humains. On peut penser, à des fortes inondations qui ont pu avoir lieu en France, hein, sur des bassins versants par exemple, où, les zones humides avaient été fortement, on va dire, impactées. Et donc l'accélération aussi, du processus de réchauffement climatique. Donc tout ça fait que, la préservation des milieux humides est devenue quelque chose de primordial qui notamment est entré dans la loi, hein. C'est aussi pour ça qu'on s'en préoccupe. Et comment préserver les milieux humides? En s'attelant effectivement à toucher à toutes les catégories socio-professionnelles qui vont travailler sur les milieux humides, hein, que ce soit l'agricole sur les prairies, ça peut être préserver les milieux humides par du foncier en essayant d'en acquérir, par exemple, mais ça peut être aussi de les prendre en compte dans les documents d'urbanisme, et donc de prévoir un aménagement du territoire qui soit suffisamment intelligent pour, prendre en compte ces zones humides. Et donc ça va être, effectivement l'objet des présentations qui vont, arriver maintenant.